Alors, cette semaine marquait le premier podcast que je faisais seule, malheureusement, mais heureusement pour elle. Je n'ai plus ma chère acolyte Catherine avec moi du fait qu'elle est dans l'Ouest canadien à l'instant, puis qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va revenir. Elle ne le sait pas non plus, mais du moins, je suis sûre qu'elle est à l'écoute de ce podcast-là, je suis certaine. Cette semaine, pour changer de sujet, en fait, on a reçu une dame tellement, mais tellement admirable, une femme accomplie, une mère, une psychologue clinicienne, une conférencière, et mon Dieu, elle doit faire encore plus que ça, j'en suis certaine. Vous l'avez peut-être déjà vue, elle est très, très généreuse de son temps, de ses connaissances, de son expérience. Je pense que c'est important pour elle de partager un peu ce qu'elle connaît. Donc, ça a été un podcast tellement enrichissant. On a parlé, on a débuté, si je me trompe pas, du sujet des relations intergénérationnelles. On a poursuivi en fait avec la santé mentale, la place qu'elle avait dans la société, quel était le rôle de la société en tant que système par rapport à ça. On a parlé de ses expériences de vie, on a parlé du féminisme, on a parlé de tellement de choses qui sont hyper pertinentes, tellement enrichissantes que j'ai le goût de vous dire, même en temps de pandémie, prenez le temps de parler avec votre entourage, même si c'est pas nécessairement de la même génération que vous. Ils ont tellement à dire, ils ont tellement à raconter. Je pense que c'est ça. J'ai juste le goût de vous dire, sortez de votre coquille un peu. Puis sur ça, je vous dis bonne écoute et bon podcast. Bien, on pourrait peut-être commencer parce que bon, là, c'est plate de revenir là-dedans, là, mais on est quand même dans une situation mondiale de pandémie, ce qui nous fait nous poser plusieurs questions. Puis il y en a une, je pense, sur laquelle on se pose beaucoup de questions, les deux, je pense. Puis c'est la place qu'on laisse à nos aînés dans la société, tout ce qui est relations intergénérationnelles, qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que j'étais curieuse de vous entendre sur votre point de vue. Je sais que vous avez fait des conférences à ce sujet-là, des entières conférences que j'ai écoutées, là, que je trouvais super intéressantes. Puis je serais curieuse de vous entendre. Bien, c'est sûr que la crise sanitaire, ça a fait ressortir à quel point les personnes aînées étaient négligées dans notre société. On dirait qu'on est, on dit tout le temps, on est axé sur la performance et on valorise beaucoup l'autonomie. Hein? On essaie de rendre nos enfants autonomes. D'ailleurs, on les laisse assez autonomes, assez jeunes. Puis, à partir du moment où une personne devient moins autonome, c'est comme s'il n'y a plus personne autour sur qui elle peut s'appuyer. Évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde. Là. Il y a des gens qui ont des familles proches, il y a des gens qui ont des proches aidants. Mais comme société, c'est comme si à partir du moment où la vie active est terminée, on laisse les gens s'organiser par eux-mêmes. Les institutions ne sont pas prévues. Et quand je parle d'institutions, moi, je ne parle pas juste du modèle où il y aurait plus de maisons des aînés ou plus de CHSLD. Les institutions au sens large, comment on pense que les personnes peuvent vieillir de façon aussi indépendante que possible parce que on leur apporterait des services. Moi, je suis pro service à domicile, aide à domicile. La très, très grande majorité des personnes veulent vieillir dans leur maison, veulent même mourir dans leur maison, si c'est possible. C'est pas toujours possible, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de beaucoup trop de soins. Mais avec beaucoup de services, on peut se rendre assez loin dans le processus. Okay. Et moi, j'espère, s'il y a un gain que la pandémie
nous aura permis de faire comme société, c'est une prise de conscience par rapport à ça. Puis une chose que je trouve aussi intéressante, c'est que des gens de votre âge, là, vous en parlez spontanément, des gens de votre génération sont aussi sensibilisés à ça, hein? Vraiment. Vraiment. Puis je partage, en fait, votre avis pour ce qui est des soins à domicile. Là. Moi, c'est quelque chose, tu sais, veux pas. Moi, j'ai un papa qui est comme ça, qui est comme moi, même qu'il va falloir qu'on me change une couche, moi, je veux plus, tu sais, je veux plus être là, tu sais. Il veut pas se rendre là, mais à quelque part, je suis comme, tu sais, tu peux bien pas contrôler ça nécessairement, tu sais. Puis je me dis, j'espère, même si je suis quelqu'un qui, je crois, a beaucoup d'ambition au niveau carrière, niveau productivité, performance, comme vous l'avez soulevé, notre génération est très, très, je crois, touchée par ces valeurs-là. Mais au-delà de ça, je suis comme, j'espère tellement pouvoir être là jusqu'à la fin. Tu sais, je me vois pas mettre mon père qui est tout le temps en train de faire quelque chose dans un CHSLD, puis assis-toi, puis meurs là. Tu sais, parce que c'est carrément ça qu'on fait, là. Je sais pas si vous, est-ce que ça vous fait peur, tu sais, de... Bien, s'il y a une chose que je sais, c'est qu'on ne sait pas. S'il y a une chose que je sais, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur tout. On est aussi une société qui a acquis beaucoup plus de contrôle sur la réalité. On a accès à l'information tellement facilement, on a accès à des moyens. Donc, on peut se donner l'illusion qu'on a le contrôle aussi sur notre vieillissement et même sur notre mort. Moi, ce que je me dis, c'est que je vais prendre tous les moyens possibles pour bien vieillir. C'est mon objectif de bien vieillir. Mais comme tous les parents, je ne veux pas être un fardeau pour ma famille, ça, c'est clair. Et, vous savez, on parle souvent, autant je suis pour les services à domicile et tout ça, autant quand on dit ne pas être un poids pour sa famille, il faut quand même prendre en considération la dignité humaine. Et l'exemple que vous venez de donner, faire changer sa couche, faire changer sa couche par un étranger, ça n'a pas le même impact que de faire changer sa couche par son propre enfant. Il y a quelque chose de plus humiliant quand c'est un proche, quand c'est... Donc, oui, c'est difficile pour les enfants. C'est très difficile pour un enfant, quel que soit son âge, de devenir le parent de son parent. Ça arrive inévitablement, d'une certaine manière. En vieillissant, on prend des responsabilités pour nos parents, on les aide, on les conseille. Mais il y a comme une limite où, là, les gens se sentent plus atteints dans leur dignité. Il y a une chose aussi qui me frappe, c'est à quel point on donne priorité à la santé physique par rapport à la santé psychologique. Par exemple, dans la première vague de confinement, on a hyper confiné les personnes âgées. Il n'y avait pas le droit de... Tu sais, des gens qui avaient plus de 70 ans qui arrivaient à l'épicerie, ils se faisaient engueuler, là, parce que qu'est-ce que vous faites là? Puis, tout ça. Puis dans les résidences, les gens devaient rester dans le... Bon, on comprend absolument la consigne quand on se place du strict point de vue de la santé physique. Et je suis pas sûre que j'aurais fait autrement si j'avais eu cette décision-là à prendre. Fait que je veux pas être critique non plus. Mais il faut aussi regarder quel est l'impact psychologique pour une personne qui était, oui, âgée, mais autonome, qui allait faire ses marches 2-3 fois par jour, qui voyait ses amis, puis tout ça, de ne plus pouvoir sortir, d'aller faire une marche accompagnée. Donc, il y a eu des grosses blessures, là aussi. C'est un équilibre qui est difficile à trouver. Il y a des enfants, par exemple, qui veulent placer leurs parents parce qu'ils disent « J'ai peur qu'un jour, il tombe dans sa maison seul, puis qu'il reste des heures seul sur le plancher. » Premièrement, il faut savoir que le fait d'être en institution, d'être placé, ça n'empêche pas toutes les chutes, là. Il y en a des chutes aussi dans le CHSLD. Ça, c'est une chose. Mais il faut surtout dire, à demander à la personne
qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Moi, je crie haut et fort. Si vous avez le choix entre ma sécurité et ma liberté, donnez de la place à ma liberté. Ah oui. Parce que c'est sûr que c'est un peu comme les enfants. Si vous voulez être sûr de garder vos enfants en sécurité, là, ils ne pourront pas faire grand-chose. Ils ne pourront pas aller en ski, ils ne pourront pas aller en vélo, ils ne pourront pas sortir quand ils sont ados. C'est sûr qu'on passe notre temps avec des enfants à dire, bon, là, la sécurité voudrait ça, mais quand même, si je veux qu'ils se développent, il faut que je prenne certains risques. Le risque zéro, il n'existe pas, ni dans l'enfance, ni à l'âge adulte, ni quand on vieillit. Fait écoutez davantage les gens, tentez aussi longtemps que les gens peuvent s'exprimer sur ce qui est important pour eux. Puis c'est une gestion de risque. Hein. Il n'y a pas de certitude ni dans un sens ni dans l'autre. Mais plus on personnalise les choix, plus il y a une variété de services disponibles, plus on augmente la probabilité que la personne vieillisse mieux et ait une belle fin de vie. Oui, il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a beaucoup résonné. Moi, c'est une peur. Là. Je suis pas parent, puis je pense pas le devenir un jour. Mais tu sais, je trouve que, par exemple, mes parents ils ont fait un travail extraordinaire de me laisser autant de liberté, puis d'être à la fois un peu des parents poules comme tous les parents un peu, je crois. Puis j'ai de la misère à comprendre comment ce processus-là se fait, de faire comme, OK, je vais y laisser cette liberté-là, mais en même temps, tu sais, je trouve ça... Moi, j'étais tout le temps partie, là, je pense que j'étais au primaire, 5e année, puis j'étais dans les parcs avec mes amis après l'école, puis j'ai tout le temps été quelqu'un... Non, j'ai un grand frère, mais qui est vraiment, vraiment plus introverti que moi. Okay. Fait qu'il y avait vraiment sa petite gang d'amis, puis ça restait comme ça. Puis il est très routinier aussi, donc c'était facile de savoir il est rendu où, parce qu'on est mardi. Tu sais, moi, j'étais tout le temps ailleurs. Finalement, j'ai fini chez telle personne, puis... Puis j'ai eu un cellulaire de bonheur, là, notamment à cause de ça, parce que mon père, tout ce qu'il voulait, c'est savoir je suis où, avec qui. Le reste, ça ne dérangeait pas, tu sais. C'est ça. Les parents établissent des balises de sécurité. Hein. Moi, par exemple, le retour le soir, c'était très important. Hein. J'aimais mieux payer un taxi que de risquer... Puis on sait, par exemple, comme parent, une chose est importante, il faut valoriser le groupe. Un jeune qui sort en groupe, il est en sécurité. Il est mieux de rentrer tard avec son groupe que de rentrer plus tôt tout seul. Parce que le groupe est une zone de sécurité. Puis, évidemment, en général, on sait à peu près de quelle nature est fait le groupe. Puis, souvent, les parents sont très perfectionnistes par rapport à ça. Ils ne sont pas d'accord, tel ami n'est pas tout à fait correct ou tout ça. Ils ne vont jamais trouver que les amis... Et pourtant, la plupart du temps, c'est sûr qu'il y a des amis qui peuvent entraîner nos enfants dans une mauvaise direction, puis ça, il faut être présent à ça. Mais la plupart du temps, les amis... c'est des gens, c'est juste un cercle plus grand de la communauté dans laquelle on vit. Tu sais, ils allaient à l'école ensemble, ils sont... Puis, bon, et ils apprennent à vivre avec les amis, les enfants. Parce qu'apprendre à vivre, c'est apprendre à vivre avec des gens qui sont différents de nous, là. Puis apprendre à choisir aussi. Je me sens bien avec tel ami, je me sens mal avec tel autre ami, mais il faut en rencontrer beaucoup pour être capable de faire cette sélection-là. Absolument. Puis je pense que aussi, c'est peut-être un faux pas, là, interrompez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un faux pas, par exemple, pour les parents, d'empêcher son enfant de voir telle personne. Puis, tu sais, moi, j'en ai eu là, des fréquentations que mon père me dit par après, je l'aimais pas beaucoup, cet ami-là, tu sais, mais jamais sur le moment, tu sais. Il me questionnait beaucoup pour que je me pose les réflexions à moi-même, mais jamais il me imposé un choix ou imposé d'arrêter ou de voir plus une personne ou une autre. Puis, quelque chose que je me rends compte beaucoup aussi, plus j'étudie la psychologie, plus je me rends compte que autant de laisser trop de liberté à son enfant, autant que de pas laisser assez, c'est
tout aussi, sinon plus dangereux pour le développement de l'enfant. En plus, à l'adolescence, comme vous venez de le soulever, là, le groupe d'amis est super important. Puis c'est là où tu apprends à te connaître, où tu te forges une identité, des opinions. Fait que je trouve ça... Ah oui. On peut pas, comme parents... En fait, il faut faire attention, par exemple, parce qu'au nom de laisser les enfants libres puis expérimenter, il faut quand même pas lâcher prise complètement parce que faut fournir un cadre. Il faut savoir où serait la zone de sécurité. Et développer chez l'enfant, oui, son autonomie, son désir d'explorer le monde, mais en étant capable quand même de dire « ça, c'est trop dangereux, je te laisserai pas faire ça ». Si on peut. Des fois, on peut pas, parce que des fois, on ne sait pas. Bon. Mais que l'enfant soit capable un jour d'intégrer, puis l'adolescent, puis tout ça, d'intégrer sa propre notion de sécurité. C'est ça notre objectif ultime. Parce que s'il sait qu'on ne veut pas l'empêcher pour l'empêcher, mais on veut l'empêcher pour sa propre sécurité et qu'on est raisonnable dans notre notion de sécurité, bien, il va pouvoir l'intégrer. Puis finir par se dire, je le fais pas parce que c'est dangereux. Parce que c'est ça qu'on veut, ultimement. On veut pas être là tout le temps pour les empêcher de choisir leurs amis ou de faire tel sport ou tout ça. Mais on veut qu'ils soient capables de se dire, ça, peut-être le risque est trop grand. Puis c'est drôle parce que des fois, en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu l'impression que mes parents souvent parlaient puis pensaient que je les écoutais pas, là, qu'on s'en foutait, là, désolée du langage. Mais j'ai eu beaucoup de disputes, je me souviens, à l'adolescence par rapport à ça, parce que c'était comme « Ah, tu m'écoutes jamais » ou « T'as pas l'impression que... » Mais, tu sais, aujourd'hui, puis je m'en rends encore plus compte avec les podcasts parce que je parle toujours au moins une fois de mes parents dans mon podcast, puis c'est juste parce que il y a des choses qui m'ont dit, qui me reviennent, puis qui sont adaptées au sujet qu'on aborde, puis je trouve ça drôle parce que, puis j'en ai parlé justement à mon père, là, quand on a commencé à faire ça, j'étais comme, je parle tout le temps de toi. Tu vas me trouver fatigante, je suis tout le temps en train de dire, ah, mon père me disait ça, ou, tu sais, fait que je trouve que, je pense que ça y fait du bien un peu, plus qu'on vieillit, plus qu'il se rend compte que il parlait pas dans le vide, puis que même s'il a l'impression, tu sais, qu'on l'écoutait pas ou que des fois, il nous dérangeait, parce que c'est vrai que des fois, on était dans une bulle ou quoi que ce soit quand il voulait nous parler absolument, puis nous faire part de ses opinions. Des fois, c'était comme pas le bon moment, puis il se sentait comme de trop. Puis, tu sais, moi, c'est quelque chose que je me souviens qui était très difficile pour moi à l'adolescence parce que je me rendais compte de ces sentiments-là. Mais en même temps, dans cette période-là, on dirait que je savais pas comment gérer ça parce que autant que je voulais qu'il se sente bien, puis qu'il se sente qu'on l'apprécie, puis qu'on l'écoute, puis qu'on se rend compte des efforts qu'il fait pour nous, autant que j'avais besoin de ma bulle, puis que j'avais besoin... Ouais. Mais c'est normal. Dans le développement, il faut être capable de s'opposer. Si nos enfants nous disaient toujours à chaque chose qu'on dit, dire « Ah oui, t'as raison, c'est ça que je vais faire », puis tout ça, moi, ça m'inquiéterait. Okay. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais ça m'aurait inquiété si c'était arrivé. Mais moi, une très belle expérience que j'ai vécue, puis je raconte ça aux parents souvent quand je donne des conférences là-dessus, que un jour, je ne sais pas, j'avais dit à l'adolescence, j'avais dit quelque chose à ma fille, puis elle n'avait vraiment pas trouvé ça brillant, là, elle n'avait pas accroché à ce que j'avais dit. Et moi, j'allais beaucoup les chercher. On allait, quand il y allait, les filles, y allaient dans un party, j'étais beaucoup le parent conducteur qui allait les chercher à la fin. J'allais reconduire, j'allais les chercher quand je pouvais. Et un soir, j'étais allée la chercher avec des amis, puis ils étaient assises dans l'auto, puis ils jasaient ensemble. Puis ils ne pensaient pas que j'écoutais, mais ils savaient bien que je pouvais entendre. Mais mon attention, j'ai beaucoup appris d'ailleurs des conversations que les jeunes pouvaient avoir entre eux dans l'auto pendant que je conduisais, puis que j'avais l'air de penser à d'autres choses. Puis je l'entends dire à son ami exactement la chose que j'y avais dite, puis qu'elle n'avait pas trouvé si brillante. Donc, je me suis dit,
ça fait partie du processus. Ils ont besoin de dire non, ça n'a pas de bon sens, puis ensuite de s'en aller par eux-mêmes, puis de dire, moi, peut-être que telle affaire là-dedans, ça a du bon sens. Mais quand on est parent, là, on ne fait pas des photocopies de nous-mêmes quand on a des enfants. On donne la vie à quelqu'un qui va construire sa vie. Beaucoup à partir de l'expérience qu'ils auront vécue avec nous, beaucoup à partir de nos valeurs, beaucoup à partir du modèle qu'on a été, mais pas que à partir de ça. Heureusement, parce que on le sait, nous autres, comme parents, qu'on n'est pas parfaits. On le sait, nous autres, comme parents, qu'on n'est pas 100% heureux puis qu'on n'a pas fait 100% les bons choix. Donc, on est content de voir qu'ils s'inspirent de nous, mais qu'ils expérimentent aussi autre chose et qui transmettent aussi et entre eux, entre personnes de la même génération. Parce que on le sait, par exemple, à quel point, ça c'est très, très bien documenté, combien les amis ont un impact sur le développement, particulièrement à l'adolescence. Absolument. Et c'est vrai toute la vie que les gens de la même génération que nous ont un impact sur nous. C'est que les gens avec qui on partage des projets, on a besoin de ça. On n'a pas juste besoin d'une atmosphère familiale, même si c'est une bonne famille où on est relativement heureux, parce que des familles où on est totalement heureux, ça n'existe pas. Ça existe toujours juste chez le voisin. C'est toujours... Chacun pense que dans la famille de l'autre, c'est parfait. Tu sais, le Noël avec la dinde au centre de la table, puis que tout le monde est en harmonie, souriant, puis tout le monde est heureux, puis il n'y a personne qui boit trop, puis il n'y a pas de tension interpersonnelle, nulle part. Ça, c'est à la télévision. Dans la vraie vie, dans les familles, il y a des différences et il y a des différents. Et surtout quand les gens se mettent à avoir des conjoints, puis ils n'ont pas nécessairement choisi le conjoint. Votre sœur n'a pas nécessairement choisi le conjoint que vous auriez choisi. Donc, ça se peut que votre beau-frère, à Noël, ce soit moins ça. Puis tout ça. Mais c'est normal. Ça fait partie. Et donc, on a besoin de prendre une bouffée d'air à l'extérieur de la famille. Donc, on a besoin de multiplier nos contacts, les amis, les collègues de travail. Moi, je pense actuellement, par exemple, on valorise beaucoup... Bien, on a été obligés de tous tomber en télétravail, téléétudes. Moi, quand je pense à des jeunes comme vous autres, là, qui font des études à distance... Nous autres, on allait à l'université pour avoir du fun, puis, by the way, il y avait un cours, là. C'était moins vrai à l'université. C'était surtout vrai au cégep, ça. Mais quand je vois des jeunes de cégep à distance, je me dis, ils vont être héroïques s'ils suivent tous leurs cours, puis que c'est extrêmement exigeant. Fait que la même chose au niveau du marché du travail, il y a beaucoup, beaucoup de télétravail, forcément à cause de la pandémie. Et là, il y a des gens qui ont commencé à flirter avec l'idée de dire, mais est-ce que la société va se transformer, puis est-ce qu'on va tous être en télétravail le plus possible? Bien, moi, je souhaite que non. Moi, je pense pas non plus, honnêtement. Non, hein? Non. En tout cas, pour les études, ça n'arrivera pas. J'espère que les universités, ils verront pas une façon de remplir des classes sans avoir de locaux à payer. Exact. Bien, je crois qu'il y a quand même... je pense que ça dépend vraiment, vraiment de l'individu. Moi, personnellement, puis, tu sais, j'en jase avec mes coéquipiers, par exemple, mais... Tu sais, c'est sûr, je suis dans un programme qui est très, très théorique, là. La psychologie, la sociologie, c'est pas beaucoup de lecture, beaucoup de... Fait que je trouve que ça se passe plutôt bien. C'est sûr que moi, je suis sur la Rive-Sud de Montréal aussi, fait que ça me sauve du voyagement beaucoup, fait que ça me sauve du temps au final, puis ça fait qu'en sorte aussi que j'ai un horaire flexible, même si il est chargé. Tu sais, je peux bouger mes cours, même si j'ai un cours le mercredi soir, bien, si j'ai quelque chose, par exemple, je suis censée souper avec mon frère le mercredi soir, bien, je peux le faire le jeudi matin, mon cours, tu sais. Fait que moi, il y a comme une liberté là-dedans, justement, que j'apprécie beaucoup, mais en même temps, je sais que c'est vraiment pas tout le monde dans le sens que, tu sais, moi, j'ai déjà un deck, j'aurais pu ne pas aller à l'université, c'est juste par pas principe, c'est vraiment par purpose, là, qu'on dirait, là, parce que j'aime ça, puis je sais que j'aime ça, mais je sais que c'est pas tout le monde qui aime autant l'école, puis qui est capable autant de
de suivre les directives puis d'être tout le temps sur la coche. Puis je trouve ça difficile moi-même, fait que j'imagine pas pour les gens qui ont déjà une tendance. Mais tu sais, je pense qu'il y a peut-être un entre-deux à faire. Tu sais, peut-être de l'offrir, c'est quand même quelque chose qui pourrait être intéressant. Tu sais, moi, quand on a commencé à faire l'université à la maison, moi, mon père me dit, moi, si j'avais eu cette opportunité-là, je serais sûrement allée à l'école plus longtemps, tu sais. Fait que ça m'a comme résonné un peu. J'ai fait comme, OK, je suis pas toute seule qui aime quand même ça, mais tu sais, il y a aussi tout le domaine des gens qui ont de la difficulté pathologiquement, là, tu sais, qui ont des TDAH. C'est ça, bien sûr. C'est difficile. Mais il y a aussi l'apprentissage au sens large. Moi, quand j'ai fait mes études en psychologie, il y a eu des cours, il y a eu des lectures, il y a eu des séminaires, des laboratoires, tout ça. Mais il y a eu toutes les discussions à la cafétéria dont je me souviens souvent plus que du texte que j'avais lu. Donc, de se retrouver, de remettre en question des choses, de ne pas penser nécessairement comme le prof, de créer des liens aussi, parce que les principales amitiés se créent dans ces années-là, là, dans le début de l'âge adulte, la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte. Ce sont des amitiés qui se développent et qui sont les plus susceptibles de demeurer par la suite. De perdurer, puis, des amitiés, on développe ça avec du monde avec qui on fait quelque chose. Faire quelque chose avec des gens, avoir des discussions ensemble et tout ça. Moi, c'est une période de ma vie que j'ai adoré. Moi, je me souviens d'ailleurs, quand je suis rentrée en psychologie, ils doivent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vous disent maintenant quand vous entrez en psychologie, mais nous, ils nous disaient des choses comme, bon, là, il n'y a pas de job en psychologie. Là, vous pouvez devenir psychologue avec la maîtrise, mais l'ordre pense à exiger le doctorat, ça, là. Ça fait... Il nous disait ça. C'est récent, il y a 40 ans, il nous disait ça. Alors, c'est en 2000 que l'ordre... Ça fait 6 ans que le doctorat est exigé. Donc, c'est parce que ça a pris... En tout cas, c'était toute une histoire, ça, exiger le doctorat. Bref, c'est comme s'il nous disait... Vous ne ferez rien qu'un bac, il va falloir au moins une maîtrise, puis en plus, ils vont vous demander un doctorat. C'était genre quasiment décourageant. Ben oui, c'est ça. Et moi, je me souviens très bien d'avoir été assise là, dans cette salle de cours-là, puis de m'être dit « Cause toujours. » Moi, la psycho, ça m'intéresse. Puis je vais étudier en psycho, puis... Si je ne peux pas travailler en psycho, je travaillerai dans d'autres choses, mais je me serais enrichie des connaissances en psychologie. Et j'ai jamais eu de problème pour travailler là, en psychologie, puis il y a pas... la situation était loin d'être aussi déprimante. Mais je comprends un peu qu'ils ont voulu comme baisser les illusions. Parce qu'en psychologie, je sais pas, c'est sûrement encore comme ça aujourd'hui, il y a énormément de demandes. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent... C'est très contingenté. C'est très contingenté. Oui, absolument. Mais tu sais, c'est contingenté, mais avec des gros chiffres, là, c'est... je ne sais pas combien... Au Québec, actuellement, au bac, ça fait longtemps que je n'ai pas eu ces données-là, là, mais il y a quelques années, il y avait près de 1000 étudiants qui étaient acceptés au bac si on faisait la somme de toutes les universités qui ont un bac en psycho. C'est beaucoup. C'est beaucoup de monde, parce qu'il n'y en a pas autant que ça qui rentrent au doctorat. Et donc, sauf que je me dis, quelqu'un qui a un bac en psycho, là, comme vous étudiez en psycho, vous ne savez pas ce que vous allez faire avec. Mais ces connaissances-là, c'est intéressant. Ben oui. Ça va enrichir votre vie. Absolument. Bon. Puis après, vous choisissez des choses, vous choisissez de faire quelque chose, mais ça, c'est pas perdu. Absolument. Ça me fait rire parce que souvent, quand je parle du fait que j'ai une technique en communication, puis qu'après ça, je dis, ben je suis dans un bac en psychosociaux, les gens sont comme, voyons, on t'a changé de branche, puis je suis comme, non, c'est super relié, c'est juste que on fait pas le lien nécessairement facilement, mais, tu sais, par exemple, moi, j'ai fait profil publicité dans ma technique au cégep.
Puis ce qui m'intéressait beaucoup, c'était ça, c'était la stratégie, ce qui est pas comme le marketing, là, mais bref, je m'étalerai pas trop là-dessus, mais c'est la stratégie qui est de comprendre le public cible, comprendre c'est qui, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comprendre qu'est-ce qui les intéresse. C'est de la psychologie, là, carrément. Puis quand je parle d'une génération ou d'une autre, ben là, je tombe dans la sociologie, là, tu sais. Fait que pour moi, ça fait super gros de sens. Puis pour les gens de manière extérieure, tu sais, ils sont comme, ouais, on t'a changé de branche. Puis je suis comme, honnêtement, j'avais comme pas le goût de me mettre de pression aussi par rapport au fait de rentrer au doctorat, puis tout. Avant tout, j'essaie de pas trop me fier aux notes, j'essaie de pas trop me fier aux moyennes. Puis je me dis, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai-tu appris? À quel point j'ai appris? Est-ce que j'ai manqué des trucs? Puis c'est là-dessus que je me fie, tu sais. Puis adviendra ce que pourra. Si je peux faire la maîtrise, tu sais, je le souhaite. Puis je pense que je vais le faire, puis le doctorat probablement aussi, mais je pense que j'ai beaucoup besoin de travailler aussi autre que d'aller à l'école. Fait que probablement que je vais le faire sur une longue période dans ma vie, puis peut-être qu'à 40 ans, je vais me réveiller avec un doctorat en psycho, puis je vais être genre, ben je pourrais changer de carrière à ce moment-là si j'ai fait mon temps en communication, tu sais. Puis, tu sais, vous parliez de ça, à quel point c'est enrichissant de ces connaissances-là, mais tu sais, ça m'aide partout, là, autant dans ma communication, justement, autant qu'au podcast, tu sais, on se rend compte, justement, quand on a des clashs comme ça de génération, là, veux pas, sans dévoiler votre âge, je crois que vous faites partie de la génération baby boomer, là, n'est-ce pas? Oui, ouais. Absolument. Absolument. Je suis au centre de la génération des boomers. Exact. Ouais. Puis moi, je suis des milléniaux, tu sais, fait que je trouve ça encore plus pertinent de mettre en pratique ces connaissances-là que j'ai acquises puis que je continue d'acquérir. À savoir comme, OK, qu'est-ce que vous avez vécu, tu sais, par où êtes-vous passé dans... Tu sais, des fois, on se rend pas toujours compte à quel point on est différent, puis c'est tellement ça qui est enrichissant, justement, avec les podcasts, Colin, on jase, puis on se rend compte à quel point tout le monde a quelque chose à nous apprendre, tu sais, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe le vécu d'une personne, c'est toujours hyper pertinent. Puis, oui, je vous laisse... Non, mais vous avez un ingrédient extrêmement important du bonheur, si vous avez cette curiosité. Moi, les gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui étaient heureux, ils étaient curieux. Et ils étaient curieux des autres comme personne. Moi, ce que je trouve qui est extraordinaire, c'est que la psychologie nous sensibilise aux différences individuelles, nous sensibilise au fait qu'il n'y a pas deux individus pareils. Et ça nous donne une grille d'analyse aussi. Moi, je donne des conférences sur un grand nombre de sujets, très variés. Il y a quelqu'un qui m'a dit, comment tu fais pour aborder tous ces sujets-là? J'ai dit, les sujets varient, mais ma grille d'analyse qui est la psychologie, elle, c'est la même que j'applique à ça. Je suis toujours en train de me poser la question, mais ça, est-ce que c'est une perception? Est-ce que c'est un fait? Est-ce que les gens varient les uns par rapport aux autres? Quelles émotions ça touche chez eux? Que je sois en train de parler du vieillissement ou de l'éducation des enfants, toutes ces questions-là sont quand même présentes. Et donc, les sujets peuvent varier, mais la rigueur, c'est ça que la psychologie nous apporte, parce que ce que je trouve, c'est que on peut se perdre aussi quand on fait juste... Puis ça me peine beaucoup quand des gens... Puis j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là, de dire, s'il y en a qui veulent faire de la psychothérapie, il faut que les personnes aient une compétence particulière, parce que sinon, c'est mauvais pour la personne, c'est dangereux pour la personne qui va en thérapie, mais ça l'est aussi pour la personne qui en fait. Oui, c'est que si on n'a pas un cadre d'analyse, on risque des erreurs importantes. D'ailleurs, vous parliez de ça, de communication puis de publicité tantôt. Quand on a établi la loi sur la réserve de l'activité de psychothérapie, moi, j'étais présidente de l'Ordre des psychologues à l'époque. J'ai beaucoup travaillé dans ce dossier-là. Alors, une fois que la loi a été adoptée, on a dit, ouais, c'est bien beau, mais il faut que le public le sache, que dorénavant, il faut qu'il consulte quelqu'un qui est autorisé par la loi, puis bon.
Et on a fait appel à une agence de publicité qui était Cossette d'ailleurs, et oui, c'est ça, pour faire la publicité. Alors, moi, j'ai formé un petit groupe de psychologues alors, d'administrateurs qui ont travaillé avec moi, puis on a rencontré l'agence, puis on a travaillé la pub ensemble. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant de voir les gens de l'agence travailler, mais les gens de l'agence, ils étaient très contents aussi d'avoir une gang de psychologues autour de la table, parce que c'était la rencontre, justement, comme vous le dites, la rencontre de toutes ces connaissances qu'eux avaient en communication avec ce que nous, on pouvait apporter de la psychologie aussi, qu'on pouvait un peu prévoir la réaction des gens s'ils faisaient telle chose par rapport à telle chose. Et finalement, ça a donné un très beau produit qui a été apprécié par le public et qui a gagné des prix même de publicité. Cossette était très heureux de nous écrire pour dire qu'il avait gagné un prix pour cette pub-là. Et moi, quand je la voyais à la télévision, la pub, et c'est vraiment ce qui m'a rendue le plus heureuse dans la vie, c'est faire des projets communs. Quand je regardais la pub, puis je savais que nous autres, toutes seules, on n'aurait pas pu la faire, mais à quel point on avait contribué aussi à ce que, avec l'agence, et comment eux aussi avaient pu. Et moi, de faire des rencontres de personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont des compétences différentes, je trouve ça toujours très, très riche dans un projet. Je trouve ça vraiment beau ce que vous soulevez parce que c'est quelque chose que je crois remarquer beaucoup plus je parle aux gens, plus notamment au podcast, tu sais, juste avec Joanie, là, la dame que je vous parlais avant que le podcast commence, qui a été le premier podcast qu'on a dévoilé, en fait, au public. Tu sais, elle nous parlait de ça, elle nous parlait des projets en tant que tels, que c'était important dans un couple. Puis là, tu sais, ça revient là, dans votre discours comme quoi c'est la base du bonheur. Tu sais, je me souviens, quand j'ai regardé une de vos conférences, vous disiez... Il n'y a pas de corrélation entre l'argent et le bonheur. Il n'y a pas de corrélation entre... La beauté, le pouvoir. C'est ça, exactement. Mais il y a une corrélation entre le bonheur puis avoir des projets, puis avoir une passion, avoir... puis ça a vraiment résonné en moi, puis ça m'a marqué parce que je me souviens de la période de mon adolescence qui est quand même pas si loin que ça. Puis je me souviens que j'ai eu un... J'aime pas ça dire dépressif parce que... Bref, tu sais, la tristesse. Passage à vide. Ouais, un passage qui était très difficile, là, comme tous les adolescents, je pense, le vivent. Puis je me souviens que ce qui m'a vraiment sorti de ça, c'est quand j'ai découvert qu'il y avait tellement plus, que j'ai découvert cette curiosité-là en moi, puis que j'ai fait comme, OK, il y a plein d'affaires qui m'intéressent, puis de comprendre, de prendre conscience que je pourrais jamais tout savoir ça. On dirait qu'à partir de là, j'ai fait comme, OK, là, la vie devient intéressante, là, tu sais. Ouais. Puis, notamment, tu sais, j'ai eu cette piqûre-là pour la psychologie un peu à ce moment-là parce que je commençais à écouter beaucoup de vidéos de psychologues cliniciens, autant aux États-Unis qu'au Canada, puis qui jasaient qui soulevaient des questions là, dans ma tête, puis j'étais comme, wow, c'est enrichissant de pouvoir se questionner sur ces sujets-là. Puis je trouvais ça dommage parce que la seule moyen, mettons, que j'ai eu de retrouver ça, admettons, à l'école, dans le cadre scolaire, c'était en philosophie. Puis je trouvais ça donc dommage que le 3/4 des gens avec qui j'allais à l'école n'aimaient pas ça du tout. Puis je pense que moi, j'ai eu peut-être un peu de la chance de tomber sur des profs qui valorisaient un peu le discours, là, qui comme, OK, c'est quoi ton opinion, c'est quoi le tien, puis échanger, puis expliquez-vous. Puis, tu sais, ça se fait dans un cadre scolaire, fait que t'as pas le choix de garder ton calme, t'as pas le choix d'écouter l'autre. Puis je trouvais ça tellement enrichissant, puis tu sais, c'est peut-être le début du fait que j'ai commencé à aimer ça encore plus, jaser avec les gens, tu sais. Ben oui, la philosophie, c'est vraiment... c'est pas quelque chose qu'on devrait garder, mais de plus en plus dans le système scolaire, par exemple, on va parler d'éthique, de morale. Donc, les gens sont amenés à réfléchir. C'est ça, la philosophie, c'est la science de la réflexion. Et moi, j'ai
adoré ça, la philosophie aussi, au cégep, parce que c'était là qu'on avait nos cours de philosophie. Moi, puis je constatais la même chose que vous. Je me disais, mais pourquoi le monde, ça ne les intéresse pas? Ça les intéresse... Parce que c'est ce qui va vraiment guider notre vie, notre capacité de réfléchir. Exact. La capacité de réfléchir, c'est ce qui va nous amener à faire les bons choix. Parce que, justement, les gens heureux là, qui ont des projets, ça, c'est vrai que c'est... Et c'est encore plus vrai quand c'est des projets collectifs. Et on est encore plus heureux quand on embarque dans un projet qui a un impact sur un grand nombre de personnes. Et ça veut dire qu'il y a une capacité de réflexion qui se poursuit, qui fait on fait des choses ensemble, puis on continue de communiquer pour changer d'avis. Le gros problème actuellement, tu sais, tout le monde dit c'est bon, mauvais, les réseaux sociaux ou tout ça. Premièrement, je pense qu'il y a énormément de bon là-dedans. Oui. Écoutez, démocratiser la communication, ça a quand même pas été rien. Que de permettre à quelqu'un qui a une idée de transmettre son idée, même si ça n'intéresse aucun journaliste, c'est quand même nouveau, mais c'est ça que les réseaux sociaux ont apporté. Avant, tu envoyais ton idée, puis si ça n'intéressait aucun journaliste, il n'y avait personne d'autre que ton petit groupe à toi qui le savait. Donc maintenant, on peut diffuser ça. Le problème commence à partir du moment où les gens cessent de réfléchir, où l'idée se divise les gens en deux. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Puis entre les deux, il n'y a pas de nuance. Puis il n'y a pas de place pour la nuance non plus. Ça, c'est une perte énorme. Fait que la capacité de réfléchir, c'est ce qui nous amène à éviter un mécanisme qui est bien documenté en psychologie, là, le clivage, là, qui nous amène, quand on est stressé, à vouloir prendre juste d'un côté ou juste de l'autre. Donc, cette capacité-là de dire, mais si j'étais à la place de l'autre, je verrais ça comment? Moi, j'aimais beaucoup, je ne sais pas s'ils en font encore, des espèces de débats oratoires où on vous présentait un problème, puis là, on vous demandait, là, vous allez en débattre pour prouver le point X. Puis après ça, vous allez en débattre, vous, là, la même personne, pour prouver le point Y. Exact. Donc, être obligé dans sa tête de changer de position, ça, c'est extrêmement riche. Et c'est dommage que, puis ça, on le constate, là, les gens ont tendance à lire juste ceux qui pensent comme eux. Exact. Malheureusement, les réseaux sociaux, ça apporte ça, mais les gens ont toujours eu cette tendance-là. Sauf que les réseaux sociaux facilitent ça, facilitent la polarisation et le fait de toujours rechercher à s'abonner à ceux qui ont la même idéologie que soi. Mais si on est conscient de ça, moi, ça m'intéresse beaucoup de ce temps-ci. On est en pleine période des élections américaines, là. Je me dis, ça se peut pas que la moitié de la population des États-Unis qui pensent pas comme moi, d'après leur vote, ça se peut pas que je ne sais pas comprendre qu'est-ce qu'il y a dans leur tête. Exact. Il doit y avoir quelque chose. Puis on voit, on est capable de décoder que quelqu'un que nous, on trouve trop autoritaire, il y a des gens que ça rassure, le fait d'avoir quelqu'un de trop autoritaire. Puis ça, c'est le trait de consciencieux, je crois, en français, qu'on dit, là, quand on regarde... c'est pas une théorie, là, mais quand on regarde le modèle des Big Five, là, c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on étudie le trait... le trait consciencieux, tu sais, c'est les gens qui aiment beaucoup l'ordre, qui aiment ça, les lignes, qui aiment ça, les cadres. Puis souvent, ça va un peu en l'encontre de l'ouverture d'esprit, mais encore là, il y a des gens qui sont très, très consciencieux et très, très ouverts d'esprit. Puis c'est un mix qui est quand même spécial, mais... Bref, au-delà de ça, je suis totalement d'accord avec ce que vous approchez. Puis vu qu'on est dans le sujet un peu des réseaux sociaux, je me demandais votre opinion sur la psychopop, qu'on voit beaucoup, de plus en plus sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez une opinion par rapport à ça. Je pense que ce que ça nous dit, c'est que les gens cherchent des réponses. Parce qu'il y a un gros marché de réponses, plus ou moins faciles. Plus ou moins, surtout facile dans la plupart des cas. Donc,
Je pense pas que ça nuise la majorité. Moi, si la psychopop, ça amène quelqu'un à réfléchir à un sujet, je trouve que ça peut être très utile à poursuivre une réflexion sur quelque chose, à dire « Ah, je vais aller lire quelque chose là-dessus ou je vais m'informer davantage. » Là où ça peut être nuisible, c'est quand ça donne l'illusion à la personne qu'il y en a une réponse simple à son problème, puis c'est celle-là. Là, ça devient nuisible parce que ça empêche la personne de continuer à chercher ses réponses. Une autre chose que je trouve qui peut être nuisible, c'est de catégoriser les gens. Bon, je suis contente que vous dites ça, là. Oui. Vous savez pas. Vous pensez à quoi, par exemple? Bien, c'est une question que je me pose de plus en plus par rapport au diagnostic. Tu sais, je suis en psychologie, fait que veux pas, tu sais, tout ce qui est pathologique et compagnie. Il y a comme une montée, notamment, tu sais, on l'a soulevé un peu tantôt, il y a une montée par rapport au TDA, TDAH. On médicamente beaucoup les jeunes par rapport à ça, puis on dirait que je suis mitigée là-dedans, dans le sens que j'ai pleinement conscience qu'il y a des gens qui sont dans l'extrême de la pathologie ou dans un trait qui vient tellement difficile à vivre avec qu'ils ont besoin de médicaments. Puis ça, je suis totalement d'accord avec ça. Là où ça vient un peu me chercher, c'est qu'on commence à dire que tout le monde a besoin de médicaments, puis tout le monde, ouais, mais tu sais, qu'on se donne un peu ça comme une excuse, un peu. J'ai peur, en tout cas, que ça vire là-dedans, tu sais. Moi, par exemple, très jeune, j'étais catégorisée. Mon médecin de famille avait dit à mon père que j'étais hyperactive puis que je devais prendre du Ritalin. Or, mon père est très, très... pas trop d'accord avec la médicamentation comme premier essai, là. Tu sais, ça avait vraiment viré encore plus mal, là. Peut-être qu'il se serait posé la question, mais je le remercie tellement de ne pas m'avoir donné de Ritalin à l'âge de 3-4 ans parce que je rentrais à l'école, j'avais pas du tout de problème. J'étais loud, j'étais extravertie, je parlais beaucoup, je dérangeais parce que j'avais de la facilité à apprendre, tu sais. Fait que veux pas pour les personnes que c'est moins facile, j'étais un peu nuisible, tu sais. Mais au-delà de ça, je me rends compte qu'à 22 ans, j'ai une panoplie d'outils que j'ai développés, des méthodes de travail que j'ai développées parce que j'ai appris à me connaître. Puis aujourd'hui, je me vois pas, ou sinon très, très rarement, je me vois pas prendre de la médicamentation pour me concentrer. Ou, tu sais, je me suis juste rendu compte que j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de... Fait que, tu sais, c'est un peu là, moi, que ça vient me chercher. C'est de dire, on est un peu... Tu sais, on est un peu toutes à un moment, peut-être, de notre vie, en manque d'attention. Mais est-ce que la première solution à ça, c'est de se médicamenter? Je ne crois pas. Bien, un diagnostic, c'est un geste grave, c'est un geste important qui doit découler d'une évaluation en profondeur. C'est pour ça, en tout cas, dans le cas du TDAH, il y a même des lignes directrices qui ont été faites conjointement par le Collège des médecins puis l'Ordre des psychologues pour s'assurer que quand on arrive avec un diagnostic, que l'ensemble des points de vue a été pris en considération. Ce que je trouve, puis pas juste par rapport au TDAH, c'est vrai aussi par rapport au traitement de la dépression chez l'adulte, souvent, la médication est donnée parce que la médication est accessible et les autres interventions ne le sont pas. Exact. Donc, et moi, je ne suis pas du tout ni pour ni contre la médication. Je suis pour le fait de trouver le bon traitement pour le bon besoin à un moment donné. Et pour ça, il faut avoir du temps et des ressources pour procéder à l'évaluation et pour observer aussi, parce qu'il y a des fluctuations chez la personne. Tu sais, c'est pas j'ai donné un traitement puis ça va être le bon traitement pour toujours. Il faut pouvoir continuer d'observer ça. Si je prends le domaine adulte, qui est plus mon domaine, là, que je connais mieux, c'est sûr qu'une médication antidépressive est utile à beaucoup de monde. Le problème, c'est que on sait, par exemple, que la psychothérapie est aussi efficace et parfois plus efficace que la médication à long terme
pour certaines dépressions. Mais le médecin qui voit quelqu'un en sans rendez-vous, qui est à terre, que la personne va pas bien, qu'elle n'a pas de ressources, qu'elle n'a pas accès et qui peut l'aider immédiatement avec une médication, personne ne va trouver qu'il fait une erreur parce que il faut aider la personne avec les moyens dont tu disposes. Et les premiers à dire, on aimerait ça que les services psychologiques, que la psychothérapie soit accessible, les premiers à dire ça, c'est les médecins. C'est pas une bataille entre les médecins, c'est pas une bataille entre la médication et la psychothérapie, puis c'est pas une bataille entre les médecins et les psychologues. C'est que le manque de ressources fait en sorte que parfois, il y a une médication qui est donnée, qui aurait pu attendre, qui aurait pu être complétée par la psychothérapie et qui, parfois, aurait pu être évitée s'il y avait eu de la psychothérapie. Parce que je pense surtout à long terme, parce que c'est sûr que la médication ne va pas transformer votre façon de penser, va pas transformer votre façon de faire des choix, votre façon d'être en relation avec des autres. Alors, si la cause de votre dépression est là-dedans, bien ça, vous avez besoin de travailler ça un jour parce que la médication ne transformera pas ça. Maintenant, il y a des dépressions qui ont, pour prendre ce diagnostic-là, qui ont une composante biologique importante et pour laquelle il faut de la médication. Mais même celle-là, le fait même d'avoir vécu des dépressions de cette intensité-là, parce que quand il y a une composante biologique, c'est très intense, si votre fonctionnement psychologique n'en était pas la cause, il en a été affecté. Et donc, vous avez besoin d'aide là aussi. Je suis très contente là, qu'en ce moment, à cause de la crise sanitaire, ça aussi, ça a démontré à quel point on avait un système de santé très fragile pour ce qui était de la santé mentale, qu'il y avait un grand nombre de personnes vulnérables qui n'avaient pas accès aux services. Et là, le gouvernement injecte des fonds. Mais on sait depuis toujours que la santé mentale, c'est le parent pauvre du système de santé. Et donc, je suis contente qu'on soit plus sensibilisé à ça. Mais il faut demeurer vigilant. Il faut... Ceux parmi nous qui ont un micro, par exemple, ce qui n'est pas rien, doivent le réclamer au nom des personnes qui n'ont pas de voix. Exact. Parce que si vous n'avez pas accès à des services pour une opération pour le genou, vous ne serez pas gêné d'en réclamer, vous ne serez pas gêné d'appeler dans les lignes ouvertes puis de faire un scandale avec ça. Mais si vous en avez besoin pour vous ou pour votre enfant qui souffre d'un problème de santé mentale, vous êtes généralement plus gêné d'aller dans les médias et de le déclarer. Donc, moi, c'est vraiment ma position qu'il faut prendre la parole au nom de ces personnes-là. Moi, c'est un domaine qui me tient tellement à cœur. Donner accès à des services psychologiques, surtout aux jeunes. Surtout aux enfants puis aux jeunes. Combien de jeunes, quand vous parlez de la période là, où adolescence, début de l'âge adulte, on traverse une phase, on ne sait plus trop où on est, bien, il y a beaucoup de personnes qui, dans ces phases-là, par exemple, vont abandonner l'école. Ouais. Vont faire en sorte, ce qui va faire en sorte qu'ils ne se réaliseront pas. Bon, ils vont finir par raccrocher peut-être, ou ils vont finir par se trouver un emploi, mais une intervention qui aurait pu leur permettre de se connaître davantage, de faire des choix, de ne pas dramatiser ce qu'ils ressentent à ce moment-là, de soulager leur tristesse, leur anxiété, ça aurait eu un impact énorme sur leur vie et ça veut dire un impact énorme sur la société parce que ça, c'est des talents dont on se prive. Ce sont des personnes qui ne pourront pas nous faire bénéficier de leurs talents parce qu'ils se sont perdus en cours de route. Exact. Fait que c'est pas, tu sais, au final... Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas mieux pour la société de laisser ces gens-là de côté que ce l'est pour l'individu lui-même. Fait que rendu là, tu sais, on devrait certainement investir des fonds, mais est-ce qu'il y a juste ça qu'on peut faire? Est-ce qu'on, tu sais, pour rendre accessibles ces soins-là, y a-tu juste des subventions qui peuvent être données du gouvernement ou il y a quelque chose qu'on peut faire de plus? Bien,
si on veut donner accès à des services, ça peut pas être juste du bénévolat, ces services-là. Donc, il faut de l'argent pour payer ceux qui offrent les services. Mais on sait aussi qu'on peut intervenir beaucoup en éducation. On peut sensibiliser davantage les gens à leur santé mentale, au même titre qu'on les a sensibilisés beaucoup à leur santé physique. Oui. Quand même, là, on a arrêté de fumer, on s'est mis à faire plus d'exercice, puis à mieux manger. Hein? Bon, Vraiment. Ça a eu un impact, tout ce qui a été fait par rapport à la santé physique. Mais si on y mettait la même énergie pour la santé psychologique, probablement qu'on aiderait davantage de monde à prévenir les problèmes. Mais pour intervenir, puis il y a quand même beaucoup de monde qui sont formés pour intervenir. Je parlais tout à l'heure de la réserve de l'activité de psychothérapie. Elle est réservée, la psychothérapie, aux médecins et aux psychologues, mais pas qu'aux médecins et aux psychologues. Il y a des travailleurs sociaux, des conseillers d'orientation, des psychoéducateurs, des sexologues, des personnes comme ça qui, parmi ces professions-là, certains professionnels sont formés aussi pour la psychothérapie, puis offrent de la psychothérapie. Donc, il y en a pas. Au Québec, on en a beaucoup de gens qui sont formés pour offrir de la psychothérapie. Mais on a aussi des gens, justement, qui sont formés en psychoéducation, qui sont formés en sexologie, qui sont formés en travail social, qui peuvent intervenir à d'autres niveaux. Parce que la santé mentale, là, c'est très vaste. Exact. Ça ne se limite pas à un problème spécifique pour lequel on va aller chercher un traitement. Ça inclut ça. Mais ça ne se limite pas. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Il y a beaucoup de prévention à faire. Il y a beaucoup de décisions au niveau de l'organisation sociale qui devraient tenir compte de nos connaissances en psychologie. Par exemple, pour permettre, dans les quartiers défavorisés, permettre à plus de jeunes d'avoir accès au sport, à des activités après l'école. On le sait, par exemple, que les groupes qui... Tu sais, des jeunes qui perdent leur temps, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Si on va les chercher dans leurs intérêts, puis qu'on leur donne accès, un enfant a besoin d'être stimulé. Exact. Mais ce n'est pas tous les parents qui ont cette capacité-là de les stimuler, de les organiser pour qu'ils aient accès. C'est pas tout le monde qui a ni le temps ni les moyens d'organiser des activités parascolaires. Alors, aller à l'école, ça suffit pas. C'est important, mais ça suffit pas. Il faut entrer dans la société par toutes sortes d'autres portes, et ces portes-là devraient être ouvertes. Je suis tellement, totalement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Je suis contente de voir que autant c'est un sujet qui nous touche je parle de ma génération, puis qui touche aussi votre génération, puis vous avez été sensibilisé quand même très jeune par rapport à ça, dû au fait que vous vous êtes intéressé à la psychologie, mais au-delà de ça, ça m'a fait penser, tu sais, tantôt, on parlait de classifier les gens, tu sais, dans moi, je suis comme ça, je suis hyperactive, je suis TDA ou quoi que ce soit. Tu sais, je pense que... Ou je suis une femme qui aime trop, je suis un téflon. C'est ça. Il y a des livres pour tout, hein, vous parliez de la psychopop, là. Il n'y a pas juste des diagnostics sérieux, il y a eu toutes ces étiquettes-là que les gens se sont données ou pensant qu'ils avaient finalement trouvé qui ils étaient. Ouais. Alors, c'est plus complexe que ça, de Mais trouver c'est ça. qui on est. Puis, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que les gens aiment se donner ces étiquettes-là, pardon. C'est un peu pour se rassurer puis faire comme, OK, je suis pas tout seul, genre, qui est comme ça, qui a ce trait-là ou quoi que ce soit. Fait que je trouve ça spécial de ce point de vue-là, tu sais, autant que peut-être que c'est pas nécessairement bon, parce que non, c'est pas vrai qu'on est toutes autant en difficulté d'attention que... Bref... que ceux qui sont médicamentés, mais tu sais, à un certain point, je pense que c'est juste de se connaître soi-même, là, au final. Mais ça, se connaître soi-même, là, c'est l'œuvre de toute une vie. Puis on aimerait ça, le trouver, le livre qui nous dit qui on est. Mais on le trouvera pas. Puis croyez-moi, moi, j'en ai écrit des livres. Fait que j'ai jamais eu le sentiment que dans un livre donné, j'étais capable de dire à une personne en particulier qui elle était. Puis je vais vous raconter de quoi en plus. Moi, ça fait près de 40 ans que je pratique la psychologie clinique. Je n'ai vu du monde. C'est clair. Puis dans un bureau de psychologue, en général, les gens disent la vérité. Fait qu'on a accès à vraiment
quelque chose à la personne, pour qui elle est pour elle-même. J'en ai jamais vu deux pareils. Même des gens qui portaient exactement le même diagnostic, qui venaient du même niveau socio-économique et tout ça. Je n'ai jamais vu deux pareils. Et ça veut dire que de se connaître, ce ne sera jamais fini parce qu'on ne rentre pas dans une case. Parce que même une fois qu'on est rentré dans cette case-là, on est très différents des uns des autres. Tu sais, tout à l'heure, vous disiez, est-ce que je fais partie des baby boomers? Oui, mais à l'intérieur des baby boomers, là, il y a bien du monde différent. Hein? Il y a des femmes, par exemple, qui sont des baby boomers et qui, parce qu'elles sont nées quelques années avant moi, n'ont pas eu accès à l'éducation comme moi j'y ai eu accès. C'est quand même fou. Hein, parce que le Québec s'est transformé dans ces années-là. Vraiment beaucoup. Puis je suis contente qu'on soulève ce sujet-là parce que j'étais curieuse. Parce que vous n'avez pas connu nécessairement le droit de vote des femmes en 60, si je ne me trompe pas. C'était avant ça. Oui, c'est ça. Voyons. Ça fait 80 ans, là. Fait que c'était en 40. Oui. Tabarouette, OK. Fait que, bref, ça fait un bout. Mais vous avez quand même côtoyé des femmes qui, eux, l'ont vécu puis qui, eux, ont vu leurs droits, l'accès à l'éducation changer. Je suis curieuse de savoir comment vous percevez ça. Bien, c'est très intéressant, cette question-là. Parce que, vous savez, ce qui est totalement inaccessible, les gens y pensent même pas. Parmi les femmes, quand je pense à ma mère et à ma grand-mère, par exemple, je ne les ai pas vues se plaindre de ne pas avoir eu accès à l'éducation. Peut-être que d'autres s'en sont plaints. Parce qu'elles ne se voyaient pas autrement. Exact, oui. Dans ma génération, les femmes ont commencé à se voir autrement. Moi, je me souviens, ma toute première observation de la différence homme-femme, c'était quelque chose de très concret. C'est que mon père avait un gros trousseau de clés. Puis ma mère avait pas de clés. Wow! Et des clés, hein, symboliquement, les clés, ça ouvre des portes. Hein. Mon père, il avait un commerce, fait qu'il y avait les clés. Faut dire, moi, je viens de la Gaspésie. La clé de la maison, quand on a vendu la maison, on l'a cherchée parce qu'on ne l'avait jamais eu. Personne, on barrait pas les portes, puis c'était pas nécessaire à l'époque. J'imagine que maintenant, ils barrent les portes, mais en tout cas. Bon. Mais tu sais, mon père avait un commerce, il y avait une auto, il y avait des clés. Et un jour, on est à l'église. Puis, il y a une femme qui rentre, puis ça fait du bruit, elle a des clés dans sa poche. Puis quand je suis sortie de l'église, j'ai demandé à mon père comment ça se fait, elle, qu'elle a des clés. Et lui, il est un peu tombé en bas de sa chaise que je pose la question. Mais pourquoi tu poses la question à des clés? J'ai des clés. Je dis, oui, mais elle est une femme, puis elle a des clés. Puis mon père, ça a fait comme un choc dans sa tête, que moi, sa fille, j'étais en train de penser que j'aurais pas droit, tu sais, que c'était... Puis il a dit, ouais, mais les femmes qui font des affaires, ils ont des clés. Et là, ça a fait, ouais, ben moi, je vais avoir des clés. Et ça n'a pas été des clés en métal dans mon cas. Ça aurait pu être des... Mais moi, j'adorais, faut dire que j'adorais aller à l'école. Et à mon époque, là, quand moi j'étais au primaire, là, disons, les femmes qu'on connaissait qui travaillaient, hein, parce qu'on pense, c'était les femmes qui étaient soit enseignantes, infirmières ou secrétaires. Mais celles qu'on connaissait le plus, c'était les enseignantes, évidemment. On allait à l'école, fait qu'on voyait des enseignantes. Et moi, je me disais, moi, quand je vais être grande, je vais enseigner. Et ça, c'était ma première... Finalement, j'ai enseigné, mais ça a été tout à fait autre chose. Et moi, j'y pense presque à tous les jours, à la chance qu'on a de vivre dans une société qui nous a donné cet accès-là.
Puis ça me fait penser, là, quand vous parlez d'accès à l'éducation, dans un de mes cours de sociologie, on a lu un extrait d'un livre de Flora Tristan, dont je me souviens plus du titre, malheureusement, mais bref, c'était une femme de la révolution industrielle, là, dans ses tout débuts, qui revendiquait l'accès à l'éducation pour les femmes. Et ça m'a tellement marqué parce que son premier et son principal argument, c'était, c'est parce que si les femmes n'ont pas accès à l'éducation, les hommes prolétaires, les ouvriers, en fait, de l'époque, autant les enfants que les plus vieux, ils n'auront pas plus accès à une bonne éducation parce que leur seule éducation, c'est leur mère, c'est les femmes de leur propre famille. Tandis que les gens qui sont dans une famille plus nantie ont accès à des nounous, ont accès à l'éducation plus facilement. Fait que ça m'a marqué. Je me suis dit, le principal argument là, qui a relevé cette question-là, c'était même pas pour les femmes, c'est encore pour les hommes. On va donner l'accès à l'éducation aux femmes pour qu'elles jouent un meilleur rôle, leur rôle mieux. Pour qu'elles soient de meilleures mères. De meilleures mères, de meilleures épouses. Tu sais, là, j'ai vraiment comme compris cet aspect-là quand j'ai lu cet extrait de livre-là, puis ça me fascinait, là. Mais ça, il y a toute une évolution par rapport à ça qui est loin d'être terminée. C'est que notre identité de femme est beaucoup, beaucoup imbriquée dans l'identité de mère, socialement. C'est bon. Et donc, on pense qu'on a complètement évolué parce que les femmes, par exemple, les femmes sont entrées sur le marché du travail, ont pu choisir d'être ou de ne pas être mère, donc ont pu choisir de se réaliser autrement que par la maternité, et non seulement par la maternité. Puis là, à un moment donné, les femmes, aujourd'hui, on est là-dedans, les femmes se rendent compte qu'elles ont additionné 2 rôles importants et qu'elles souffrent d'une grosse charge mentale. Parce que même si actuellement, dans la majorité des couples, et puis dans votre génération encore plus, les couples jeunes, les gars sont impliqués comme ils n'ont jamais été, les pères jouent leur rôle de père, prennent des congés de paternité, tout ça, c'est génial, là, on n'aurait pas pensé ça il y a 60 ans, là, c'est clair, là, ça avait l'air encore plus loin que le vote, je vous dis, là, c'était bon. Fait que c'était bon. Mais malgré ça, les femmes, parce qu'elles sont aussi mères, se sentent hyper responsables. Les gars se sentent responsables dans leur... Mais on n'a pas peur d'être des mauvais pères. Les femmes continuent d'avoir peur d'être des mauvaises mères, se sentent coupables parfois d'être au travail puis de laisser les enfants à la garderie un peu plus tard. Le gars, il va chercher les enfants à la garderie, ils sont heureux à la garderie. Ça ne stresse pas. Puis je suis pas en train de vous dire qu'il y en a un des deux qui a raison puis l'autre a tort parce que, tu sais, les enfants, bon, mais les femmes ont gardé. Et je pense qu'on n'a pas encore trouvé toutes les solutions à ça, à cette capacité de faire des choix, des nuances entre notre identité de femme et de mère. Et moi, je me souviens aussi, parce que les images, moi, ça me parle beaucoup, je me souviens d'un samedi matin où je sortais de chez moi parce que mon mari et moi, on avait une clinique, il est décédé, lui, maintenant, puis on s'en allait au conseil d'administration de la clinique. Fait que je m'en allais reconduire ma fille pour qu'elle se fasse garder pendant qu'on allait. Et on sort de chez nous, puis j'ai sur une épaule mon sac d'ordinateur et sur l'autre épaule le sac à couche. Et je me souviens de la grande joie que j'ai ressentie de dire « j'ai réussi à intégrer les deux ». Mon sac d'ordinateur et mon sac à couche, ça veut dire j'ai réussi à joindre à la fois ce que je voulais être comme femme et ce que je voulais être comme mère. Puis ça, c'est le grand défi d'arriver là. Mais pour arriver là,
Ça veut dire que des fois, le spectacle de la garderie, tu vas le manquer. Puis tu vas faire de la peine à ton enfant parce que toi, tu n'y seras pas au spectacle de la garderie. Puis ça a l'air simple, ça, à vivre, mais ça ne l'est pas tant que ça, simple à vivre. Puis ça veut dire que des fois, tu vas dire à des collègues, écoute-moi cette réunion-là, je peux pas. Parce que j'ai des enfants puis que je veux m'occuper de mes enfants à cette heure-là. C'est sûr que c'est ça qu'il faut faire, s'affirmer dans tous les domaines. Mais ça demeure un enjeu encore vivant aujourd'hui, qui va beaucoup mieux qu'avant, bien sûr. Parce qu'en plus, au Québec, on a tout le système des garderies, le système des CPE. On a une facilité. Ça a ramené les femmes beaucoup sur le marché du travail, la création des CPE. Et vous savez quoi? Là, sociologiquement, là, et économiquement, le gouvernement a fait de l'argent avec ça. Absolument. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de femmes qui ont travaillé, il y a plus de femmes qui ont payé des impôts. Donc, le système de garderie, ça a été une bonne chose pour les femmes. Ça a été une bonne chose pour les enfants aussi. Parce qu'évidemment, les enfants qui étaient à la maison avec des mères heureuses et stimulantes, ça allait bien qu'ils se rendent jusqu'à la maternelle. Mais les enfants qui étaient à la maison dans des milieux où il n'y a pas de stimulation, ou avec une mère, et ça dépend pas nécessairement du niveau socio-économique, avec une mère déprimée parce qu'elle trouve ça déprimant d'être prise à la maison, bien ça, là, c'était pas bon pour les enfants. Ces enfants-là, là, qui aujourd'hui se retrouvent en CPE, sont placés dans un milieu, sont plongés dans un milieu où il y a de la stimulation, puis où ils sont entourés de monde qui aime ça, s'occuper des enfants, qui sont heureux d'être là. Puis le soir, ils ont accès à des parents qui sont contents d'y retrouver. C'est génial. C'est tellement admirable là, quand on pense à ça. J'ai eu des frissons, là. Moi, je suis... On peut critiquer nos gouvernements sur beaucoup de choses, puis tout ça. Mais quand même, d'avoir fait évoluer la société pour des choses aussi fondamentales que ça, moi, Pauline Marois, elle aura fait une chose dans sa vie qui serait... Puis elle est loin d'avoir fait qu'une chose. Mais elle aurait juste fait la création des CPE, des centres de la petite enfance, qui ont donné accès à la garderie. À l'époque, c'était 5 piastres par jour. Là, c'est rendu 8. C'est pas terrible non plus. Ça a fait œuvre utile pour les femmes, pour les familles et pour les enfants. Donc ça, c'était génial. Oui, c'est comme pour un bien-être de la société globalement. Ouais, globalement. Puis, tu sais, moi, je suis très, très sensibilisée au fait que c'est pas toutes les femmes dans le monde entier là, qui ont cette acquisition-là, même que je pense qu'on pourrait dire qu'on est dans la minorité, là, à la limite, d'avoir autant de droits, de liberté, d'accès à certaines ressources. Puis on dirait que je me sens... Tu sais, on s'entend que c'est pas moi qui ai choisi de naître au Canada, au Québec, là. Tu sais, je me sens tellement choyée, puis on dirait que je me sens un peu responsable de me battre pour ces femmes-là qui ne l'ont pas encore, ce droit-là. Puis, tu sais, on parle beaucoup de féminisme et tout. J'imagine que c'est jamais un débat qui est terminé, mais on dirait que, oui, je me sens interpellée, mais en même temps, on dirait que pour moi, on n'est pas comme la priorité en ce moment, là, les femmes au Québec en ce moment, mettons. Dans ma mentalité en ce moment, on dirait que je me battrais bien plus, je publierais des affaires sur les réseaux sociaux bien plus pour les femmes dans des pays où c'est atroce que de me plaindre sur ce qu'on a déjà d'acquis ici. Puis ça veut pas dire qu'il n'y a pas encore du travail à faire, là. Tu sais, si on pense aux femmes dans la politique ou dans les affaires, tu sais, je trouve qu'il y a encore une grosse résistance de leur leadership. Tu sais, on leur laisse pas tant leur place, là. On s'entend, là. En politique, je dois vous dire que c'est pas les partis politiques qui cherchent pas des femmes.
C'est nous, les femmes, qui sommes pas tant tentées d'y aller. On pourrait dire, oui, c'est vrai, les partis politiques, ils offrent pas... c'est vrai aussi, là. On peut aller chercher beaucoup de femmes, mais leur offrir juste des comtés perdants, là, bon, ça arrive aussi. Mais moi, je peux vous dire que les partis politiques, pour avoir été approchée moi-même, là, par quelques-uns, je peux vous dire que la volonté des partis politiques de trouver des femmes qui vont en politique, elle est là. Maintenant, ça prend un certain temps avant que les femmes aient vu suffisamment de Monique Jérôme-Forget, de Pauline Marois et de Françoise David, qui a vu suffisamment de femmes comme ça pour s'identifier. Il faut que les petites filles aient vu des femmes à la télé qui étaient en politique pour que ça commence déjà dans leur esprit de dire « Moi aussi, je pourrais faire ça. Et moi aussi, je commence à en rêver. » Donc, ça prend du temps. Il y a eu des gros progrès de fait, mais ça prend du temps. Mais moi, je pense que pour chaque chose qu'on fait dans notre société, déjà, c'est peu ce qu'on fait pour les femmes des pays qui n'ont pas ces accès-là. Mais c'est quand même quelque chose qu'on fait pour elles aussi. Parce qu'on crée des modèles. Un jour, à l'Assemblée nationale, il y avait, je pense qu'ils font ça à chaque année, ils réunissent des femmes qui sont des élus dans différents pays de la francophonie. Oh, mon Dieu! Donc, puis j'avais été invitée à aller, pas vraiment donner une conférence, mais échanger avec ces femmes-là. Et ces femmes-là, là, c'est des femmes qui ont développé la microéconomie, qui ont commencé avec des petits investissements, des femmes. Et moi, ça avait défait aussi certains préjugés. Tu sais, il y avait une femme africaine qui me racontait que son mari faisait les repas. Ah, moi, j'aurais eu peut-être comme préjugé que... Donc, dans d'autres pays aussi, il peut y avoir de l'évolution. Il y a de l'évolution. Elle n'est pas au même rythme. Elle n'est pas exactement sur le même modèle que nous. Et c'est important parce qu'il faut respecter la culture. Mais une culture, ça se développe à partir de choix qu'on fait. On va chercher des choses dans différents modèles, un peu comme on développe notre individu, notre identité comme individu, en allant chercher le modèle de notre père, de notre mère, de nos éducateurs, de différentes personnes. Bien, l'évolution des sociétés se fait aussi comme ça. Mais je suis d'accord qu'on doit apprécier cette espèce de hasard qui a fait qu'on est né ici et qu'on est né ici à cette époque-ci. Mon père, qui était un passionné de politique, de communication, disait « Moi, je suis né 50 ans trop tôt. » Il avait vu venir ce que serait l'informatique, ce que serait... Et puis, il disait, c'est extraordinaire ce que vous allez vivre. Vous allez vivre, tu sais, la mondialisation. Ben, il y a eu une époque où tout le monde n'y voyait que du bien, donc maintenant, on est capable de voir le pour et le contre. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas seulement le pays où on est, il y a l'époque. Et je pense que ce privilège-là doit nous porter à nous impliquer socialement, à faire des choses pour les autres, à transmettre. Ah, je suis tellement d'accord. Encore une fois, ce que vous dites, c'est... Ça résonne en moi beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, pendant que vous parliez, j'avais un sujet qui touche toujours les femmes. Tu sais, on parle beaucoup d'équité salariale. Puis j'ai beaucoup aimé la nuance que vous avez apportée par rapport à la place des femmes en politique, dans le monde des affaires aussi. Tu sais, l'équité salariale, en ce moment, on dirait que je sais pas trop où me situer, dans le sens où je sais pas trop le problème, il vient d'où. Je suis pas certaine si... tu sais, par exemple, tantôt, on parlait du rôle des femmes en termes de maternité, en termes de mère. Ce qui fait en sorte que, tu sais, si on revient encore au modèle des Big Five, on est sur
voyons, j'ai perdu le mot, mais on est beaucoup dans l'extrême du trait de l'agréabilité, les femmes en tant que telles, puis les hommes sont sur... je vais trouver le mot. Mais bref, tout ça pour dire que est-ce que on manque un peu... Parce que pour avoir une augmentation de salaire, veut pas, des fois, il faut que tu le demandes. Absolument. Est-ce qu'on a assez de caractère ou est-ce que ce trait-là peut jouer? Puis au-delà de ça, je pense, au-delà de l'équité salariale, ce que j'ai l'impression, c'est que la grosse partie, en tout cas, du problème, c'est que, comme on en parlait tantôt, c'est les domaines comme l'éducation, c'est les domaines comme les infirmières, par exemple, et qui a des garçons aussi là-dedans, puis de plus en plus, puis heureusement, mais j'ai l'impression que c'est le fait qu'on paye pas assez dans ces domaines-là où ce que les femmes sont très, très présentes. Puis est-ce que l'équité salariale devrait commencer là? Psychologue dans le réseau public, hein, c'est aussi... les psychologues gagnent bien leur vie, là, s'ils vont en privé, mais dans le réseau public, ils ont des conditions qui sont vraiment inéquitables. Au niveau homme-femme? Bien, au niveau de la profession de psychologue. Mais c'est une majorité de femmes dans la profession de psychologue. On a un peu l'impression que partout où c'est une majorité de femmes, c'est moins payant que quand c'est une majorité d'hommes. Exact. Puis on dirait que moi, j'ai l'impression que c'est là qui vient le problème. Tu sais, on regarde... puis là, je suis pas sûre, mais si je me trompe pas, c'est la Suède là, qui avait mis en place des lois là, pour respecter l'équité salariale. Puis ça n'a rien donné, dans le sens que les femmes sont encore dans les domaines qui sont... C'est ça. Je pense que c'est un acquis de l'évolution aussi, là, qu'on a une tendance à prendre soin des autres, à être plus, je sais pas, empathique aussi un peu, peut-être. Mais oui, mais au-delà de ça, bien sûr, il y a cette tendance pour les femmes à choisir des professions de soins. Mais maintenant, depuis une vingtaine d'années, il y a des femmes en médecine. Donc, la médecine, c'est une profession de soins qui est payante. Absolument. Mais elle est devenue payante, la profession. Elle était majoritairement une profession d'hommes. Elle est jusqu'il y a, je dirais, 20 ans. Hein, c'était majoritairement homme. Là, maintenant, ça tend vers majoritairement femmes. L'argent, ça aussi, la notion d'argent, ça a évolué dans l'histoire. Les femmes, historiquement, ne sentaient pas que l'argent, c'était leur affaire. C'était l'argent du père dans la famille. C'était qui détenait les cordons de la bourse? C'était le père qui gagnait l'argent. Puis ensuite, c'était l'argent du mari. Donc, ça prend plusieurs générations avant que les femmes intègrent cette notion que l'argent, ça m'appartient aussi. C'est un pouvoir auquel j'ai droit. C'est une liberté. Et c'est une liberté. Et il n'y a pas de honte. Parce qu'il y a aussi cette espèce de honte de parler d'argent, de honte de réclamer d'être mieux payé. Or, on sait, moi, j'en ai parlé avec Jacques Forêt, qui est un psychologue qui enseigne aux sciences d'administration à l'UQAM. Il fait de la recherche sur le rapport à l'argent. C'est quelqu'un de très intéressant, d'ailleurs, si vous voulez l'inviter, là. Et je lui ai demandé, est-ce que la recherche, est-ce qu'on trouve vraiment des différences hommes-femmes dans le rapport à l'argent? Et il m'a dit, il m'avait envoyé un article, d'ailleurs, c'est un gars qui est très généreux, là, de ses connaissances. Puis, il dit, une chose qu'on a identifiée, c'est que quand les femmes ont un salaire moindre, elles sont moins insatisfaites. Hein? Un homme va se battre pour plus de salaire, puis une femme ne va pas se battre pour plus de salaire. Maintenant, il faut faire attention à ces généralisations-là. Hein, qu'on sait, vous étudiez en psychologie, ça veut dire que c'est ça qui est significatif. Ça ne veut pas dire qu'aucune femme se bat pour son salaire, puis que tous les hommes se battent pour leur salaire. Mais moi, pour avoir fait de la gestion pas mal, je peux vous dire que j'ai observé ça aussi, comment le fait de parler d'argent est quelque chose de plus facile, de façon générale, pour les hommes que pour les femmes. Et ça, pour moi, autant la prise de pouvoir, c'est une chose qu'on doit
inculquer autant la responsabilité financière, le pouvoir économique, la recherche du pouvoir économique, c'est une chose aussi qu'on doit inculquer aux femmes. Hein, on a vu pendant longtemps, je pense que c'est en train de changer quand même, mais pendant longtemps, on avait le modèle de l'homme qui payait la maison, puis la femme qui payait la commande d'épicerie. Donc, l'homme payait ce qui reste. Et souvent, la maison était au nom de l'homme. Les lois ont changé là, par rapport à ça. Puis la femme payait ce qui s'en allait à une épicerie, des vêtements, puis tout ça. Donc, de s'approprier l'argent, le désir d'argent, la gestion de l'argent, de s'approprier le pouvoir qui va avec l'argent, c'est quelque chose qui est encore fragile chez beaucoup de femmes. Exact. À ses débuts, là, entièrement. Puis ça m'a fait penser, tout ce que vous venez de dire, c'est que j'ai eu un cours en relations interpersonnelles, puis on voyait beaucoup un chapitre qui portait entièrement sur l'attirance dans un couple, notamment. Puis mon professeur est arrivé avec beaucoup, beaucoup de statistiques que je trouvais intéressantes, quoique pas surprenantes, mais qui m'ont remis dans cette réflexion-là, parce que, notamment, il y avait une statistique qui disait, les hommes, généralement, n'aiment pas sortir avec une femme qui gagne plus cher qu'eux. Puis là, c'est de se demander, tu sais, c'est pas nécessairement anormal, parce que c'est un acquis de l'évolution, tu sais, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que, en même temps, on est comme dans un point où il faut que ça change, cette mentalité-là, mais ça commence par où? Ça commence par quoi? Je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est par les modèles là, qu'on Oui, par les modèles. Voit, mais heureusement, ça tend à changer dans votre génération. Les plus jeunes sont moins mal à l'aise avec ça. Mais il reste que l'argent dans un couple, c'est une source de conflit. Oui, c'est ça. Et les modèles ont changé. Donc, il peut y avoir un malaise, de part et d'autre d'ailleurs, quand la femme a un plus gros revenu que l'homme. Et veut pas, si les femmes font plus d'études, ça va arriver à un moment donné. Puis ça arrive. On a beaucoup de couples actuellement où c'est ça, où la femme... Et on dirait que le modèle de la femme plus pourvoyeur, il n'est pas intégré encore, ni pour l'homme, ni pour la femme, d'ailleurs. Je me souviens d'une femme qui devait retourner travailler peu de temps après son accouchement, mais son mari était entièrement disponible pour rester pour garder le bébé, puis tout ça. Puis elle parlait du matin où elle était retournée travailler, où le bébé avait 2 mois, puis elle m'a dit, pourtant c'était une femme féministe là, qui s'était battue pour tout ça, puis elle m'a dit, veux pas, j'étais en colère parce que j'avais le sentiment que moi, je devrais pouvoir rester à la maison, puis que lui devrait s'en aller gagner la vie. Pour la famille. Pour tout le monde, pour le temps. Donc, il restera quand même toujours que les femmes portent les enfants, les accouchent. Il y a quelque chose d'exigeant là, ne serait-ce que par rapport à la carrière. Il y a des enjeux, mais il y a aussi des enjeux identitaires. Puis, on a les histoires qu'on raconte aux petites filles, malheureusement, existent encore, où là, il y a un prince charmant qui arrive, puis qui prend soin de toi. Puis là, toi, t'étais une petite pauvre, puis là, parce que le prince charmant arrive, tu deviens riche. Parce que lui, il est toujours riche, hein, le prince charmant. Il n'est jamais juste beau. Il est beau et riche, puis il fait de la fille quelqu'un de riche. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est très, très inscrit dans l'histoire des femmes, que le regard que l'homme va porter sur elles, la façon va faire en sorte, c'est ce qui va leur apporter la sécurité. Et donc, le chemin, il est déjà bien amorcé, mais il n'est pas complété pour que les femmes sentent pleinement que la sécurité va venir d'elles. Oui. Évidemment, quand on vit en couple, c'est plus facile que quand on vit tout seul économiquement. Là, on s'entend là-dessus, de façon générale. C'est vrai autant pour les hommes que pour les femmes.
C'est drôle parce que on dirait justement, je me colle tellement pas à cette vision de moi-même-là. Genre, tu sais, j'ai tout le temps eu de la misère, puis j'en ai encore. Moi, j'aime pas ça qu'on me paye quelque chose. Tu sais, on va au resto, au pire, paye pour cette fois-là, je vais payer pour l'autre, ça c'est correct. Mais je veux dire, on dirait que moi, j'ai le malaise contraire de comme, tu sais, je suis capable de payer mes affaires, je travaille, tu sais, je suis capable de m'épanouir seule. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui me complète, là. Tu sais, je suis pas incomplète, là. Puis on dirait, je me bats souvent avec cette mentalité-là, parce que j'ai beaucoup d'amis de filles que cette tendance-là est peut-être moins présente, puis que c'est plus comme non, moi j'aime ça faire prendre en charge, puis oui, c'est correct aussi. La question, les filles de votre génération, où est-ce qu'elles en sont par rapport à ça? Moi, je vois les deux extrêmes. Je vois des filles qui sont comme moi, qui aiment ça avoir leurs affaires, qui sont bien toutes seules. Autant que j'ai des filles qui, c'est relation à relation, ça chevauche, puis on dirait qu'ils ont un petit besoin. Puis là, encore là, c'est pas nécessairement dû à ce qu'on parle, là. Il peut y avoir tout plein d'autres facteurs qui influencent ça, mais tu sais que j'ai l'impression qu'ils sont peut-être plus dépendantes, là, d'avoir quelqu'un dans leur vie, puis d'avoir un soutien émotionnel, un soutien financier, un soutien... je sais pas, puis c'est peut-être pour ça que... Tu sais, en même temps, je me dis... J'ai vécu toute ma vie avec des garçons. Je sais pas si ça a joué, probablement. J'ai beaucoup d'amis garçons aussi, qui sont des fois... qui ont des traits plus féminins que moi, je les ai, là, tu sais. Puis je trouve ça magnifique à voir aller, d'ailleurs, là, parce qu'on voit qu'on est moins polarisant au niveau des sexes. Puis je trouve ça vraiment très... beau, mais ouais, on dirait que j'ai l'impression que autant qu'il y en a que je vois que c'est encore très traditionnel comme façon de voir les choses, mais autant que je vois des femmes fortes puis qui veulent leur truc, qui sont très entrepreneurs, puis tu sais, on en voit beaucoup avec les réseaux sociaux, notamment là, des filles qui se partent, des gars aussi, mais genre on a plus de modèles, comme vous disiez tantôt. Il y a plus de femmes entrepreneurs, par exemple. Vraiment. Mais c'est quand même triste de voir, c'est triste pour les deux, parce qu'il y a des gars pour qui c'est un gros stress, ça, de dire qu'il faut absolument qu'ils gagnent beaucoup d'argent s'ils veulent pouvoir plaire aux filles. Et c'est triste que ça existe encore, malgré tout le chemin parcouru. Mais le chemin est long. Il faut se dire ça, il faut se mettre ça en tête. On ne transforme pas une société du jour au lendemain. Puis c'est beaucoup plus difficile de changer ce qui concerne l'intimité que de changer ce qui concerne le travail, par exemple. C'est plus facile d'établir l'équité dans une convention collective de travail que c'est facile d'établir l'équité dans l'organisation d'une famille. Oui, parce que tout ce qui est intime vient chercher beaucoup d'émotivité. Or, quand on est jeune, par exemple, le rêve, tu sais, de pouvoir prendre, si on est troublé à un moment donné, si on est fragile à un moment donné, le rêve de pouvoir trouver un appui sur quelqu'un, hein, mais il a été tellement nourri, ce rêve-là, chez les filles plus que chez les garçons. On peut même penser que chez les garçons aussi, ça a créé de la détresse. Parce que l'obligation d'être fort tout le temps, là, c'est épuisant, ça. C'est épuisant pour les garçons aussi. Et chez les femmes, le sentiment qu'il faut travailler 2 fois plus fort pour pouvoir être vu comme quelqu'un de fort, pour pouvoir être reconnu, pour pouvoir ouvrir des portes, ça aussi, c'est épuisant. Mais il faut être conscient de ces dynamiques-là. Exact. Bien, j'imagine que la masculinité toxique, c'est peut-être un sujet que vous avez vu passer un peu, ou je ne sais pas à quel point. Pas dans ces termes-là. Peut-être vous pouvez m'en dire quelques mots. Bien, c'est exactement ce que vous venez de relever en termes de, tu sais, que les garçons n'ont pas tout le temps obligé d'être forts puis d'être insensibles. Tu sais, ils ont des émotions. Puis c'est beaucoup plus large que ça, là, ce sujet-là. Mais entre autres, c'est ce qu'on essaie de, je pense, de tout le monde, de collectivement se rendre compte de ce trait-là qu'on a nourri, justement, autant
chez les femmes, mais on se rend compte on a nourri autre chose chez les garçons aussi qui n'est pas nécessairement saine, dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de pères de famille, il y a beaucoup de gars qui travaillent excessivement fort, puis qui, je sais pas, qui se sentent seuls probablement là, dans tout ce qu'ils vivent. Ben oui, absolument. La détresse masculine, elle est importante. Ouais. Est-ce que vous en avez vu passer beaucoup dans votre... oui, beaucoup. Ouais. D'ailleurs, on voit de plus en plus d'hommes qui consultent. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que les hommes sont moins gênés de consulter, puis sont plus ouverts à ça. C'est déjà... Mais ce qui est la moins bonne nouvelle, c'est que le taux de suicide est encore très élevé chez les hommes. Absolument. La détresse masculine, elle se manifeste de différentes manières. Elle va se manifester souvent moins dans la dépression que dans la délinquance, par exemple, que dans les comportements à risque et même dans la violence. Donc, il y a tout... De ce temps-ci, là, il y a beaucoup de questions des problèmes de santé mentale. Puis, on dit, par exemple, il faut faire attention parce que c'est pas parce que quelqu'un qui a... commis un meurtre comme à l'Halloween à Québec, que c'est pas parce que cette personne-là avait un problème de santé mentale qu'il faut comprendre que les gens qui ont des problèmes de santé mentale sont dangereux. Et c'est tout à fait juste. Effectivement, la très grande majorité des gens qui ont un problème de santé mentale ne sont pas violents. Absolument pas. Mais la majorité des crimes violents sont commis par des personnes qui ont un problème de santé mentale. On ne devient pas violent quand on est bien dans sa peau. Exact. Et je suis sûre qu'il y a des gens... On peut tomber dans le modèle de dire on les haït parce qu'ils sont violents, puis on veut les exclure parce qu'ils sont violents. Mais si on fait ça, là, on ne fait pas de prévention. Et moi, quand je vois une femme qui est victime de violence conjugale, je me dis, on peut arrêter le gars, on peut le mettre en prison. Il faut faire ça. Mais ça ne règle pas le problème. Parce que pour régler le problème, il va falloir faire de la prévention. Puis pour faire de la prévention, il va falloir s'occuper de la santé mentale de tout le monde. De celle de la femme, bien sûr, mais aussi de celle du gars. Il va falloir que la détresse psychologique qui mène à la violence, que ça reçoive aussi toute l'attention nécessaire pour réellement prévenir. Parce que moi, je ne veux pas juste des femmes qui ont réussi à sortir d'une relation violente. Je veux qu'il y ait de plus en plus de relations non violentes. Ouais, c'est ça. Je veux qu'il y ait de moins en moins de relations violentes. Et c'est là-dessus. Tu sais, dans l'après-coup, tu sais, c'est facile de dire c'est de sa faute à lui. Oui, mais ça n'a pas protégé la fille, là. Ouais. Elle est morte pareil, la fille, même si on trouve un coupable. Ce qu'on veut, c'est protéger tout notre monde. Ça me parle beaucoup, là, ce que vous venez de dire. Puis c'est drôle parce que aussi, statistiquement, les femmes sont très violentes, là, en termes de... Globalement, là, je pense qu'on est plus violentes que les hommes. C'est juste que on s'entend que l'impact... Une femme violente, l'impact qu'elle va avoir est probablement moindre qu'un garçon avec un coup peut te tuer là, carrément. En fait, c'est ça. Moi, je n'ai pas les statistiques là, sur la mesure de la violence chez les hommes et chez les femmes, mais je contesterais sûrement pas le fait que les femmes ont de la violence, beaucoup contenue, beaucoup... donc qui se transforme en dépression souvent, beaucoup explosive, qui est contenu, mais qui explose après, et qui, chez les femmes, a plus tendance à exploser avec des mots qu'avec des gestes. Vraiment. Et donc, ça fait mal, puis à long terme, ça peut faire beaucoup de mal, mais ça tue pas. Ouais. C'est de la quand violence même pas rien comme là, différence. Ouais. Tu sais, parce que moi, quand les gens disent la violence des femmes, ça c'est aussi... ça fait du tort, mais oui, puis je vais reconnaître ça. Mais il reste que quand même... Ça enlève pas une vie, là. Oui. Tuer, blesser,
mettre quelqu'un dans une situation d'avoir peur de mourir, c'est quand même ce qu'il y a de plus grave. Et c'est ça qu'il faut prévenir. Et d'abord, une des choses, on n'en a pas parlé, mais une des choses qu'il faut faire, c'est limiter l'accès aux armes à feu. Ça, moi, je suis dans cette campagne-là parce que je trouve ça... Parce que quelle que soit la rage que contient quelqu'un, le tort que la personne va pouvoir faire avec cette rage-là est proportionnel aux moyens dont la personne dispose. Alors, évidemment, les hommes disposent d'une plus grande force physique que les femmes. Ça ne va pas changer. Mais quand, en plus, il y a des armes, quelles que soient les formes d'armes, et que celles-ci sont accessibles, que ce soit une épée, que ce soit un fusil, un sabre, il reste que le mal va être proportionnel à l'outil qu'il y a entre les mains. Donc, on doit agir sur plusieurs niveaux. Il y a plusieurs champs d'action à avoir si on veut vraiment prévenir ces situations dramatiques. Vraiment, là, tu sais, pour tout ce qui est armes à feu, tu sais, je pense que je comprends le fait que, mettons, on veut garder le droit de pouvoir se protéger. C'est un fait. Mais au-delà de ça, tu sais, on passe des examens, on suit des cours pour avoir un permis de conduire parce qu'une auto, ça peut tuer. Mais pour les armes à feu, qui peut tuer bien plus aisément qu'une voiture, on va se le dire, ça... mais je pense que maintenant, laisse ça dans les mains à je pense que maintenant, il faut des cours, là, puis tout ça. Puis moi, dans ce débat-là, j'en suis vraiment pas contre le fait que des chasseurs aient leurs armes à feu, puis que la chasse est un des sports. Moi, j'avais un père chasseur, un mari chasseur, mes beaux-fils. Bon, la chasse, c'est important. Même si jamais je peux imaginer que moi, j'irai à la chasse, ça m'intéresse pas pantoute. Mais je peux comprendre que ça intéresse quelqu'un, même si ça m'intéresse pas moi, puis je peux imaginer ça. Alors ça, souvent, les chasseurs vont dire, oui, mais effectivement, il faut être capable de respecter l'usage que certains font. Ça. Mais cette disponibilité d'armes pour des personnes qui risquent de perdre le contrôle si elles ont accès à ces armes-là, je pense qu'il va falloir contrôler ça. Ouais. Tu sais, une arme automatique, là, on n'a pas besoin de ça pour tuer un orignal. Tu sais, il n'y a pas de sport qui exige une arme automatique ou même semi-automatique. Ah ouais, je suis totalement d'accord. Mais là, je déborde de mon domaine. Les armes, je ne connais pas ça. Je fais juste répéter des affaires. J'entends. Ah, mais c'est bien correct. Pour ce qui est de l'arme automatique. C'est bien correct. Je pense que c'est rendu notre slogan là, au podcast. On dévie toujours de nos sujets, puis c'est ça qui est merveilleux. Mais avant qu'on se quitte, j'avais 2 autres questions à vous poser là, qui est peut-être plus personnelle. Là. Sentez-vous à l'aise de peut-être pas répondre là, si vous voulez. Mais je me demandais... c'est quoi votre plus grande peur en ce moment? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Bien, moi, j'ai des petites filles qui ont 1 an et demi. Et ma plus grande peur actuellement, c'est qu'est-ce qu'on va devenir comme société? On parle que va devenir la démocratie, par exemple, qui est malmenée à plusieurs points de vue, ne serait-ce que par le cynisme, ne serait-ce que parce que les gens ne veulent pas s'impliquer en politique. Que va devenir la santé? Cette pandémie-là nous fait réaliser à quel point on peut être fragile, puis que comme la mondialisation, le fait qu'on voyage un peu partout fait voyager aussi les virus et qu'on n'est pas aussi puissant. C'est ça qu'on constate, qu'on pensait qu'on était. Que va devenir le tissu social, les attaques à la réputation des personnes qui sont si faciles à faire sur les réseaux sociaux. Le fait, par exemple, que comme femme, parce que c'est des petites filles que j'ai, que comme femme, il y a encore beaucoup de vulnérabilité dans les rapports intimes en particulier, que tout n'est pas gagné, et même au niveau social, au niveau professionnel. Mes inquiétudes sont plus à long terme. Évidemment, à court terme, comme tout le monde, j'ai hâte qu'on trouve un vaccin, puis j'espère pas attraper la COVID, mais ça, ce serait plus à court terme. Mais à long terme, ce serait ça.
Ça me parle beaucoup. Puis, au-delà de ça, mettons, c'est quoi la plus grande leçon que vous croyez avoir retenue de toute votre expérience de vie? Mais je pense que la plus grande leçon, c'est que tous les problèmes finissent par trouver une solution. Qu'on a une grande capacité d'adaptation comme être humain. Que la vie n'est pas facile, mais que la vie, c'est très riche et que même un problème pour lequel on ne semble pas trouver une solution actuellement, éventuellement, notre intelligence, les moyens qu'on développe vont nous permettre de les résoudre. Moi, je suis beaucoup moins, vous posiez une question par rapport à l'anxiété tout à l'heure, je suis beaucoup moins anxieuse maintenant que je l'étais à 20 ans. Okay. Parce que entre les deux, j'ai pu voir à quel point on a des choix. On peut orienter les choses. Il y a des problèmes, puis il y a des solutions. Puis j'ai pu voir aussi à quel point on peut contribuer à ces solutions-là. Mon Dieu, je pense que le podcast n'aura jamais fini aussi bien. Rosemary, merci tellement de votre générosité de temps, de connaissances, d'expérience. Ça a vraiment été un plaisir. Je suis vraiment contente que vous ayez accepté l'invitation. Très contente de la rencontre qu'on a eue ensemble. Puis ça m'a fait plaisir parce que moi, ce qui donne beaucoup de sens à ma vie, c'est le fait de transmettre. Fait que quand j'ai l'occasion de parler à une jeune comme vous, puis parler au public, je le fais aussi. Fait que merci de l'invitation. Oui, ça me fait plaisir. Puis je suis pas mal sûre que tout le monde qui va tomber sur ce podcast-là regrettera pas le temps investi, peu importe combien on a fait de temps, je sais plus, là. Mais ouais, je suis sûre que ça va être enrichissant pour beaucoup de gens, puis que ça va soulever des réflexions, comme on parlait au tout début du podcast, chez plusieurs personnes. Donc, merci encore. Ah ben, tant mieux. Merci, au revoir.